j'ai la particularité d'être descendante d'un des communards qui a fait souche en Nouvelle-Calédonie. L'aïeul, effectivement, qui fait effectivement référence de première génération en Nouvelle-Calédonie, c'est Jean-Roch Chalier, qui était un déporté politique de la commune de Paris. Il s'appelait Julien Adrien Dolbeau. Il est né sur les bords de la Loire, à Ingrande. Mon ancêtre Jean Gallian, qui a été donc parmi les communards déportés en Nouvelle-Calédonie, il est d'origine luxembourgeoise. Et même le Luxembourg étant franco-allemand, il est même d'origine allemande. Mais pourquoi il est arrivé à Paris après, on ne sait pas. Il est venu à Paris jeune, il a fait la connaissance de sa future femme et ils habitaient à Paris dans le 13e arrondissement. Victor François est né en 1848 à Bezouges. Alors c'est un petit village dans la Mayenne, donc dans l'ouest de la France. Je n'ai pas grande information sur sa jeunesse, mais je sais qu'à 23 ans, il se retrouve clerc de notaire. Il était serrurier. Et à l'âge de 20 ans, en 1871, il a participé à la Commune de Paris. Et ben, il s'est fait attraper, évidemment. Il était menuisier et ébéniste. Ce que j'en sais, c'est effectivement ce qui ressort des différents documents que j'ai pu récupérer. Je n'ai jamais entendu des choses précises de la part de mon grand-père sur lui, quoi. Mon père connaissait l'histoire de son grand-père, donc, et nous l'a transmise. Autant dans les familles de transportés de bagnards, on a toujours cherché à effacer les choses, autant dans les quelques familles de déportés, ce n'était pas un secret que l'on avait enfoui au fin fond de la mémoire. Hein. Donc j'ai su assez rapidement, à partir du moment où je me suis intéressé à cette histoire familiale, que mon arrière-grand-père était déporté. Il y a eu toujours, à juste titre probablement, un tabou quant aux bagnards, qui eux avaient fait, parfois des peccadilles, mais avaient été condamnés à la prison. Le fait d'être déporté politique, déjà, ça relève d'une, comment dire ça, d'une raison un peu plus honorable. On s'est bagarré contre le système, on n'était pas d'accord. Le fait qu'on soit descendant de communards, pour nous, disons que c'est une chance. C'est une chance, c'est pas une honte. Hein. J'ai même une certaine fierté à dire qu'il a été condamné pour des idées et donc dans un contexte où effectivement à l'époque les Parisiens ne voulaient pas reconnaître la défaite contre la Prusse, quoi. Donc c'est une certaine fierté, quoi. Et j'ai été élevée dans une espèce de sentiment d'admiration pour mon arrière-grand-père communard. C'était pour moi, pour la façon dont on me le présentait, c'était un héros. Pour moi, ce Julien Dolbeau, c'était le héros de la famille. Bonsoir à tous. Ils sont tous fiers de leur ancêtre communard. Et pourtant, ils ne savent pas grand-chose de cet aïeux arrivé sur le territoire après cet épisode de l'histoire de France qu'on a appelé la Commune de Paris. Une mini-guerre civile qui a eu lieu au moment de la capitulation de la France face à la Prusse en 1871 et qui a vu le soulèvement des Parisiens face à l'armée régulière. Malheureusement, leur révolte s'est terminée dans un véritable bain de sang. Et ceux qui ont survécu ont été condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. C'est justement l'histoire de ces communards exilés dans notre pays que je vous propose de découvrir dans Les Traces du passé, tout de suite sur NCTV. Au peuple de Paris, à la garde nationale, citoyens, assez de militarisme, plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Comité de salut public, que tous les bons citoyens se lèvent. Aux barricades, l'ennemi est dans nos murs. Pas d'hésitation. En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté. Aux armes! La révolte de la Commune de Paris, c'est une guerre civile qui a opposé des Français à d'autres Français. La plupart du temps, d'ailleurs, des Parisiens à d'autres Parisiens. Il faut replacer ça dans le contexte politique et social de l'époque. La guerre
franco-prussienne vient de s'achever. Les communards, eux, effectivement, sont contre cet arrêt. Ils sont également pour un projet social qui est basé sur une démocratie, sur une république démocratique sociale avec une autonomie large des communes et la séparation de l'État et de l'Église. Et donc ces fédérés ont dû combattre contre les troupes du gouvernement officiel qui s'étaient réfugiés à Versailles. Et à partir de ce moment-là, l'armée régulière, qu'on a appelée ensuite l'armée des Versaillais, a combattu ses anciens collègues. C'est vrai qu'ils se sont fédérés, ils n'étaient pas forcément bien organisés, donc c'est pour ça qu'après ils ont été écrasés par l'armée des Versaillais. Mais ils ont refusé effectivement l'amnistie avec la Prusse et ils se battaient pour des idées liées à une république nouvelle. Ils voulaient, disons, niveler un peu, abolir les privilèges, niveler un petit peu les couches sociales. Ils se battaient pour plus de droits, pour plus d'égalité, pour avoir eux aussi des privilèges. Bon, on ne peut peut-être pas tellement parler de privilèges, mais enfin, ils estimaient que le clergé était privilégié, que les nobles, les bourgeois étaient privilégiés, et eux n'avaient pas obtenu ce que les autres avaient. Parce que les communards, ce sont généralement des gens d'une tranche d'âge entre 20 et 30, voilà, quand même des jeunes issus de la classe laborieuse de la capitale. Un serrurier, comme était mon arrière-grand-père, c'était peut-être, ça devait trimer dur pour gagner sa croûte. Quelle était la situation de cette classe sociale et de cet âge-là, et ils ont décidé de renverser les institutions. Pour la majorité d'entre eux, c'était des citadins, pour beaucoup des ouvriers. On trouve peu de maraîchers, d'agriculteurs et tout ça. C'était surtout des ouvriers. Il y avait beaucoup d'ouvriers d'art, beaucoup d'ouvriers spécialisés. Les communards avaient énormément souffert depuis 1870, d'abord avec la guerre de 1870, l'invasion des Prussiens. À chaque fois, on leur disait « ça ira mieux, ça ira mieux ». À chaque fois, ça n'allait pas mieux. Plus ça allait, moins ils avaient de quoi manger. Ils crevaient de faim, certains crevaient de faim. Ils en étaient arrivés à manger du chat, du rat, du chien. Et ils ont voulu, disons, se battre pour essayer de sauver, pour certains, pour beaucoup d'entre eux, pour sauver leur famille, leurs enfants qui n'arrivaient plus à nourrir. 1871, au moment de l'armistice, de la défaite française, de la capitulation, comme beaucoup de soldats, il est déçu de cette capitulation, en quelque sorte. Et il va donc, contrairement aux ordres reçus, c'est-à-dire retourner sur Versailles, rejoindre les Versailles, donc avec une partie des hommes de son régiment, ils vont choisir de rester dans Paris et donc vont rallier la cause de la Commune. Beaucoup étaient aussi d'anciens soldats. D'anciens soldats à qui le gouvernement avait promis qu'on vaincrait les Prussiens. On devait toujours vaincre les Prussiens. Ils n'ont jamais vu vaincre les Prussiens. Et c'est là qu'ils se sont révoltés et ils se sont fédérés. C'est-à-dire que les soldats des troupes régulières, d'un seul coup, sont devenus des soldats fédérés, c'est-à-dire les soldats qui combattaient les troupes régulières. Et donc, mon arrière-arrière-grand-père s'est retrouvé à commander des bandes armées dans le cadre de ce conflit. Lui, il était dans ce qu'on appelait, dans l'institution provisoire de la commune, il était dans la garde nationale, donc une sorte d'armée, et je pense, puisqu'il n'a pas été condamné à mort, qu'il n'a pas eu du sang sur les mains. Ça a été une révolte très dure, très sanglante. Les combats les plus rudes ont eu lieu dans le nord de Paris, surtout Belleville. C'est là où les combats ont été les plus durs. Et en plus,
Bon, ben, ils se sont attaqués à la mairie de Paris. Ils ont brûlé la mairie de Paris. Ils sont devenus anticléricaux. Ils ont assassiné les dignitaires du clergé. Bon, ça s'est fait en peu de mois, en quelques mois. Hein. La révolte est devenue quelque chose une atrocité. Plus rien ne les arrêtait. Je pense que ça leur a échappé. On a détruit des tas de choses, on a commis des actes parfaitement répréhensibles, en fusillant les gens qui n'étaient pour rien. Et ils ont cru qu'ils allaient l'emporter, mais bon, ils n'ont pas. L'argent étant le nerf de la guerre, ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir financer leur révolte. Et bon, ils ont dû capituler face à l'armée versaillaise qui était beaucoup mieux organisée qu'eux. Ça s'est terminé, disons, par un massacre, un horrible massacre où des dizaines et des centaines de communards ont été assassinés et abattus devant le mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise. Malheureusement, derrière, il y a eu pas mal de morts. On parle de quasiment 1000 morts du côté des Versaillais et 4000 du côté des Fédérés, plus après tout ce qui a été comme répression, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y a eu ceux qui ont été pris les armes à la main, qui ont été fusillés quasiment instantanément. Il a toujours nié, hein, parce qu'en fait, leur défense, c'était de nier. Il a toujours nié, mais on a dit, bon, de toute façon, il a participé au combat de la butte aux Cailles, il part en Nouvelle-Calédonie. Et donc il a été arrêté, jugé, condamné à la déportation. Il a été arrêté après effectivement la semaine sanglante, qui est la semaine de mai 1871 où le conflit des fédérés a été écrasé. Et donc il s'est retrouvé arrêté le 23 juin et jugé en octobre 1871 pour ces faits de guerre. Donc des attentats dans le cadre effectivement des événements et pour le fait d'avoir commandé des troupes armées. Donc sa condamnation en octobre 1871 ayant été basée sur des circonstances atténuantes, il a été effectivement déporté ici à l'île des Pins en déportation simple. Les attendus du jugement de condamnation sont pas mal aussi. Pour avoir tenté tous ces jeunes-là, ils ont tenté, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi, ils ont tenté un coup d'État contre les autorités. Donc, voilà, pour ces motifs, le condamnent à la déportation et à la déchéance civique. Ils n'avaient plus le droit de voter, plus rien. François-Victor Cormier donc, est accusé d'avoir, avec les hommes de son régiment, ceux qui sont restés en tout cas, incendié une église dans le quartier de Reuilly, et l'église Saint-Éloi. Il est condamné à la déportation simple et se retrouve donc à l'île des Pins en 1872. Il y a eu des condamnations à mort, des condamnations à la déportation simple, à la déportation en enceinte fortifiée. C'est quasiment 4000 déportés politiques qui sont arrivés ici en Nouvelle-Calédonie avec des statuts différents selon la gravité de leurs faits, soit de la déportation simple à l'île des Pins, donc ce qui est arrivé à mon arrière-arrière-grand-père, soit un emprisonnement en enceinte fortifiée à Ducos, ou soit des travaux forcés à l'île Nou. Il y a eu 20 convois. Le premier est arrivé, la Danae est arrivée fin 1872, et puis ça s'est étalé comme ça sur plusieurs années. Les bateaux quittaient La Rochelle, par exemple. Ils se dirigeaient donc au large de l'Espagne, ensuite au large de l'Afrique, et arrivaient au large de l'Afrique, ils piquaient sur l'Amérique du Sud. Et là, ils s'arrêtaient. Et il faisait un ravitaillement en fruits, légumes, nourriture fraîche.
Mais par exemple, l'Orne sur lequel était embarqué mon arrière-grand-père, le commandant, comme tout allait bien à bord et qui voulait arriver le plus vite possible, il n'est pas allé en Amérique du Sud. Donc il n'a pas renouvelé son stock d'oranges, de citron, de viande fraîche et tout. Et lorsque l'Orne est arrivé au large de Melbourne, les 3/4 des communards étaient atteints de scorbut. Donc il fallait arracher les dents, et l'état des prisonniers était tel qu'il y a eu une manifestation à Melbourne contre le gouvernement français pour essayer de faire intervenir les autorités australiennes pour donner un peu de bien-être à tous ces prisonniers. Dès qu'il a eu son jugement de déportation, il a été envoyé à Rochefort. On s'appuyait encore dans ces cas-là sur le système du bagne, qui avait ses bases à l'île de Ré, à Rochefort, à Toulon. Il est resté quelques semaines sur un ponton là-bas. Le bagne devait être plein, on l'a foutu sur un ponton. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines sur ce ponton, il a embarqué sur la Danae. Un voyage de 140 jours dans un navire avec 700 autres communards, puisque c'est effectivement ce que ça a duré comme voyage et ce qu'il y a eu comme capacité effectivement de transport pour le bateau qui l'a amené ici, la Guerrière. Ça doit effectivement être des conditions déjà très compliquées, quoi. Ils vivaient dans des cages à bord, mais ils avaient le droit de sortir 1 ou 2 fois par jour pour faire leur lessive. Bon, si on les enchaînait, si on les mettait au fer ou bien si on les mettait en bas dans les cales en punition, c'est parce qu'ils s'étaient révoltés. Le navire arrivait, il arrivait dans la Grande Rade. Il mouillait grosso modo en face de l'île Nou. Et là, donc, ils dispatchaient, ils partageaient leurs différents prisonniers. Alors, comme il y avait toujours dans tous les navires, il y avait des déportés simples et des déportés en enceinte fortifiée. Donc, ils débarquaient les prisonniers pour Nimbo, qu'ils emmenaient en chaloupe jusqu'au petit débarcadère qui se trouve en face de l'hôpital du Marais, là. Et ensuite, il partait pour l'île des Pins avec les déportés simples. Il y a eu une exception qui a été faite, c'est pour la Virginie. À bord de la Virginie, il y avait 20 femmes déportées simples qui normalement devaient aller à l'île des Pins. Mais ces 20 femmes-là, comme rien n'était vraiment fait pour accueillir des femmes, elles ont été autorisées à débarquer à Nouméa et à s'installer à Nouméa dans un premier temps, mais je crois que le premier temps a duré, en fait, elles sont restées à Nouméa. Suite à son arrivée avec la Guerrière, qui est le deuxième convoi de déportés en novembre 1872, dans les semaines qui ont suivi cette date-là, il s'est retrouvé effectivement à l'île des Pins. Ils sont arrivés par petite dose, quelquefois 1 ou 2 familles. Mais il y a un bateau qui a été affrété qui s'appelait le Fénelon. Et sur le Fénelon, il y a eu des centaines de femmes et d'enfants, uniquement femmes et enfants, quelques beaux-pères, quelques frères, mais il y avait aussi des transportés, des familles de transportés. À l'arrivée des premiers communards, il y avait quasiment rien, donc il fallait que les personnes se prennent en charge pour des constructions qui ont été la plupart légères. C'est que un système de baraques a pu être imaginé à partir de 1873-1874 quand les familles sont arrivées et rejoindre les prisonniers. Mais au départ, c'était quasiment la vie en pleine nature, je veux dire de la même manière effectivement que les populations autochtones. 3 semaines après l'arrivée de la Danae, il y avait déjà des communards qui mouraient à l'île des Pins. Alors, ils mouraient soit parce qu'ils étaient trop faibles, ils étaient déjà malades, soit par suicide. Il y a eu beaucoup de suicides par pendaison.
Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui se sont suicidés, la plupart du temps, c'était des jeunes. La situation des communards variera en fonction de leur condamnation. À l'île des Pins, on ne trouve que les condamnés à la déportation simple, qui sont simplement assignés à résidence et qui n'ont pas besoin de travailler. Mais à l'île Nou, les condamnés aux travaux forcés vont avoir droit au même traitement que les détenus de droit commun. Les déportés n'étaient pas assujettis au travail. Ils pouvaient très bien dire non, je ne travaille pas. Les communards forçats, c'est-à-dire des condamnés aux travaux forcés qui étaient à l'île Nou, eux étaient condamnés aux travaux forcés. Ils étaient obligés, ils cassaient les cailloux, ils transportaient la chaux. Ils sont surtout chargés de subvenir à leurs besoins. En dehors des quelques travaux qui ont été menés pour améliorer les conditions, enfin, ou la construction du château d'eau, des choses comme ça, la construction des routes. Voilà, après, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de désœuvrement parmi les condamnés. Hein, on a retrouvé des problèmes liés à l'alcool, liés des tentatives de suicide, parce que cet exil dans ce paradis qui n'en était pas un pour eux, les a conduits plutôt à la morosité. La limite, c'était simplement l'ordre public. Donc on ne les obligeait pas effectivement à des travaux particuliers. On les incitait même effectivement à prendre leur autonomie. Certains, mais une minorité, s'étaient installés des petits commerces à l'île des Pins. Il y avait des épiceries, il y avait des communards qui travaillaient le bois. Il y avait beaucoup d'artistes parmi les communards, donc il y a eu de très beaux objets de sculpture faits. Il y en avait un qui s'était installé une petite entreprise de pompes funèbres. Ça marchait bien, il y avait continuellement des morts. À l'époque, la colonie souhaitait que la charge financière que représentait l'ensemble de ces condamnés soit la plus légère possible. Donc elle incitait effectivement les gens à se prendre par eux-mêmes en charge et que ça coûte le moins cher possible à la colonie. Il y avait aussi pour certains des relations quand même avec les cougniers. Ils n'avaient pas tellement le droit de fréquenter les cougniers, mais quand même, ils partageaient des semences, des graines qu'ils recevaient de France pour leur potager et tout. Et il y avait aussi, mais ça c'est arrivé un petit peu après, de bonnes relations avec les Arabes. Vous savez qu'il y a eu 110 Arabes de la révolte de Kabylie qui ont été condamnés à la déportation, qui étaient à l'île des Pins, dans ce qu'on appelait la 5e commune. Et les Arabes faisaient des fromages. Et là, alors, il y avait aussi un petit commerce qui s'était installé avec les Arabes de l'île des Pins. Alors que ce sont des déportés politiques, il y a quand même eu, parmi les communards condamnés, un petit nombre de l'ordre de 300 et quelques qui se sont retrouvés mélangés au droit commun et au bagne. Le plus connu d'entre eux, c'est Jean Allemann qui a écrit ses mémoires. Et donc là, bizarrement, il y a eu un traitement différent et au regard de la loi qui les condamnait un petit peu particulier, de placer des déportés politiques au milieu des transportés. Il y a quand même eu aussi des séquences de maltraitance physique, en plus des maltraitances morales. Et maltraitance physique, c'est-à-dire, si vous lisez comment sont traités les transportés, c'est-à-dire les droits communs, avec les poussettes, les barres, les coups de martinet et tout. Bon, ben, ça s'est passé aussi pour les communards. Ils étaient astreints à résidence à l'île des Pins. Ensuite, ils étaient autorisés à résider sur la Grande Terre, à des endroits bien précis. Par exemple, il y avait une colonie qui devait s'installer à Gomène. On en avait envoyé 80 à Gomène. Ensuite, on en a envoyé à Ouégois. Et puis certains avaient le droit d'aller travailler chez certains colons. Il n'y avait plus obligation de résidence à l'île des Pins ou ceux qui étaient à Ducos, bon, ils avaient le droit aussi d'aller sur la Grande Terre ou à l'île des Pins. Et très vite, il y en a eu 200, 250 de l'île des Pins qui ont eu le droit qui avaient un métier comme mon arrière-grand-père et qui ont eu le droit de venir s'installer à Nouméa. Mon arrière-grand-père avait fait venir sa femme et ses 2 enfants. Donc il y avait déjà une cellule familiale qui avait été reconstituée et donc
Et lui avait un métier, donc il avait un métier très porteur pour l'époque, il était ferblantier, donc quelques mois après son arrivée, il s'est installé à Nouméa, la vallée des Colons, en face de l'école Élise Noëlla. Suite à son séjour à l'île des Pins, il a pu regagner à partir de 1873-1874 la Grande Terre, puisque les autorités de la colonie permettaient déjà une liberté relative sur les différentes enceintes et permettaient également un relatif retour à la vie normale dès lors que les familles rejoignaient les condamnés. Et donc la femme de mon arrière-arrière-grand-père et ses 2 enfants, puisqu'il y avait deux enfants qui étaient nés en métropole, sont venus le rejoindre en 1873. Donc dès lors, il a pu effectivement retourner quasiment à une vie normale avant d'être amnistié en 1879 de manière complète et avant de faire une vie effectivement normale en Nouvelle-Calédonie en exerçant son métier de menuisier ébéniste. Tant qu'il n'y a pas eu l'amnistie, on a imaginé que cet exil serait permanent pour les communards et qu'au même titre que les transportés, certains pouvaient avoir le droit d'obtenir une petite terre. C'est comme ça que quelques déportés, avant l'amnistie, se sont retrouvés placés en concession sur Moindou. Et donc ces quelques déportés se retrouvent là, on fonde un centre agricole. Et puis, au moment de l'insurrection en 1878, ces quelques communards et ces colons libres de Moindou formeront eux-mêmes un corps franc de francs-tireurs et participeront aux opérations militaires contre les insurgés. Ce qui veut dire, et ça a souvent été l'argument de dire bizarrement, seul Louise Michel a pris fait et cause pour l'insurrection. C'est vrai que dans leur immense majorité, les communards, pour le coup, ont défendu la nation avant de défendre une quelconque idéologie d'égalité, de socialisme ou bien de peuple que l'on aurait colonisé. Bon, ça viendra plus tard dans les idées socialistes et républicaines. Les communards qui ont participé à la répression des révoltes d'Ataï, c'était des forçats. C'était les forçats de la commune qui ont été mis à la disposition du lieutenant Servant à Canala et à qui on avait fait la promesse que s'ils participaient à la répression et disons la prise d'Ataï, ils seraient amnistiés et ils repartiraient. Ils ont tenu leur promesse, le gouvernement a tenu sa promesse. Il y a eu peut-être 25 ou 30 forçats de la commune qui ont participé à la répression de la révolte d'Ataï. Il y en a quelques-uns qui sont morts, d'autres d'ailleurs qui sont certainement morts mais dont on n'a jamais retrouvé les corps. Et lorsque la révolte d'Ataï en 1879 a été terminée, ils sont repartis en métropole. Ensuite, il y a eu tout doucement des grâces. Les grâces sont arrivées, alors les graciés, ils avaient le droit de rentrer en France. C'était la bonne conduite, voilà. Si effectivement les gens se comportaient bien et avaient fait preuve, effectivement, et parlaient de personnes déméritantes ou non déméritantes. Si effectivement ils étaient non déméritants, ils bénéficiaient effectivement d'avantages. La dernière grâce a eu lieu en 1879-1880, mais déjà avant, il y en avait eu beaucoup qui avaient été graciés et rapatriés. Et lorsqu'il y a eu l'amnistie, ça a été des milliers de communards qui ont été amnistiés en 1879-1880. Voilà, c'était la première partie de notre émission consacrée aux communards de Nouvelle-Calédonie. Dans notre prochain rendez-vous, je vous expliquerai les raisons qui ont poussé certains d'entre eux à choisir de rester chez nous après leur amnistie. Merci de votre fidélité et bonsoir à tous.